Bonsoir à tous, voici les titres qui vous seront développés dans ce journal. Réunion élargie de la Commission nationale de conciliation fiscale. Et en nouvelle régionale, au moins 2 morts dans un attentat à la voiture piégée en Somalie. Merci à vous de nous rejoindre. Pour commencer ce journal, une information qui vient de nous parvenir de la présidence de la République et qui nous apprend que le président de la République entamera à partir de demain un processus de concertation et d'échange avec les forces vives de la nation. En effet, selon un communiqué de service de presse de la présidence, dans le cadre de la célébration du 40e anniversaire du RPP et du 25e anniversaire des accords de paix d'Abra, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, entamera une série de rencontres et d'échanges avec l'ensemble des forces vives de la nation. Le chef de l'État débutera donc dès demain, mercredi, au palais présidentiel, cette série de consultations avec les représentants des partis politiques djiboutiens, majorité comme opposition. Lors de cette réunion, le président Ismaël Omar Guelleh ne manquera pas d'évoquer l'évolution du paysage politique national et régional. Il procédera également à un inventaire général de la situation de notre pays et mettra surtout l'accent sur les efforts engagés par ces gouvernements successifs dans les domaines névralgiques que sont la cohésion nationale et le développement socio-économique. Audience interactive par excellence, les responsables en chef des partis politiques djiboutiens prendront également la parole pour faire connaître leur vision et approche. Événement donc de haute teneur, l'assise de demain alerte sur la maturité élevée de nos leaders politiques qui souscrivent invariablement à la nécessité de placer toujours les intérêts suprêmes de la nation et la concorde civile au-dessus des motivations personnelles partisanes. Cette initiative de concertation et d'échange voulue par le numéro 1 djiboutien démontre, si besoin est, que la démocratie est bel et bien ancrée dans notre pays. Dans l'actualité nationale, toujours dans le cadre de la vulgarisation de la nouvelle Commission nationale de conciliation fiscale mise en place en 2018 et qui siège au sein de la médiature, les membres de la dite commission ont tenu une réunion élargie au sein des locaux de la Chambre de commerce ce matin. On participait donc à cette réunion de sensibilisation présidée par le médiateur de la République, Dr Kassim Essar Ousmane, qui est aussi président de la commission de conciliation fiscale, la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awale, les présidents des communes ainsi que les préfets de Djibouti-Ville et les sous-préfets. Cette réunion a également vu la participation de quelques responsables et journalistes de la presse audiovisuelle et écrite. D'emblée, l'objectif était de mettre donc en exergue le rôle et mission de cette commission chargée de trouver des solutions sur les litiges fiscaux opposant l'administration et les administrés. Toujours en nouvelle du pays, après la clôture donc de la réunion élargie, notre consoeur Intisar Ibrahim a recueilli les réactions des participants, dont la maire de la ville de Djibouti et des représentants du secteur privé. La Commission nationale de conciliation fiscale s'est réunie avec la préfecture de Djibouti et de la mairie de Djibouti afin de les sensibiliser aussi à nous assister dans cette tâche qui nous a été confiée récemment. L'objectif de la commission n'est pas de se substituer à l'administration. C'est une commission qui va siéger en dernier recours, qui va être saisie par les administrés, surtout en ce qui concerne la fiscalité. J'insiste beaucoup là-dessus. Quand il y a un litige qu'on n'arrive pas à régler avec l'administration, ils doivent s'adresser à cette commission. Donc l'objectif de la réunion aujourd'hui, c'était de sensibiliser encore une fois les élus à nous aider à remonter l'information, récolter les doléances des administrés pour qu'on puisse à notre tour siéger et remonter un peu, voir un peu qui a raison, qui a tort, et de vraiment trancher dans ce sens avant que ça n'aille dans les tribunaux administratifs. La Commission nationale de la communication, CNC, a tenu hier à son siège une réunion de concertation avec la presse djiboutienne dans son ensemble, audiovisuelle comme presse écrite, présidée par la présidente donc, de la Commission, Ouloufa Ismaël Abdou, en présence des membres de la Commission, des rédacteurs en chef et directeurs des journaux, ainsi que des élus du peuple. L'objectif étant de rappeler les missions et rôles des CNC dans la régulation des paysages médiatiques. Après un débat riche et instructif entre les membres de la CNC et les représentants des
organes de presse, il a été convenu qu'un texte de loi verra incessamment le jour pour la délivrance d'une carte de presse nationale et la revalorisation du métier de journaliste. Dans un mot d'ouverture, Mme Ouloufa Ismaël Abdo s'est dit prête à travailler en concert avec les organes de presse djiboutiennes dans la concrétisation de leurs objectifs. Organes de presse qui représentent la presse et les médias, qui ont bien voulu nous honorer justement de leur présence pour que nous puissions aujourd'hui débattre sur les questions relatives au cadre légal en matière de communication. Nous remercions d'une manière assez particulière les représentants de l'Assemblée nationale, les représentants du peuple qui représentent justement cette liberté d'expression, cette liberté d'information et de communication et qui ont aussi comme mission aussi de la garantir et d'en préserver la quintessence au sein du peuple, pour le peuple et au sein du peuple. Et à l'issue de la réunion, notre confrère qui a couvert donc cet événement, Ali Abdillahi, a recueilli les réactions des participants. Première fois à l'Assemblée nationale que des parlementaires sont invités à déjà l'élaboration du projet de loi. Donc, de ce point de vue, nous tenons à remercier la Commission nationale de la communication pour l'invitation qu'elle nous a lancée. Un deuxième point, ce projet de loi va rehausser, c'est un projet de loi qui va rehausser le métier de journaliste. Qui va être journaliste? Quelles seront les responsabilités du journaliste? C'est tout un débat qui va continuer dans les semaines à venir. L'Académie militaire interarmée d'Arta a accueilli aujourd'hui dans la matinée le général de division française Laurent Michor, commandant des écoles militaires de Draguignan et commandant de l'école d'infanterie de l'armée française. Cette visite se situe dans le cadre du partenariat entre l'AMIA et l'école d'infanterie de Draguyane. Ce partenariat signé en juin 2016 entre les deux institutions. Formation militaire donc permet la coopération dans les domaines de la formation militaire. Actuellement, les élèves des institutions participent conjointement à des exercices qui ont débuté le 24 janvier dernier et qui prendront fin le 5 février prochain. Ce partenariat est un atout majeur dans la mesure où il permet aux élèves officiers djiboutiens de commencer donc à travailler dans l'environnement interarmé, et ces exercices ont l'occasion donc d'approfondir et renforcer les connaissances militaires acquises à l'académie et mieux préparer des futurs officiers en Somalie dans le cadre de la mission de l'AMISOM. Pour les 130 lieutenants de l'infanterie française, donc les cadres de tous les régiments d'infanterie, venir ici à Djibouti travailler avec vous est extrêmement précieux. Entraînement difficile parce que le terrain est un peu dur, le milieu est désertique et surtout le fait de pouvoir travailler avec des lieutenants de l'académie, avec des moyens du coup qu'on met en commun, c'est intéressant pour tout le monde. C'est intéressant pour le lieutenant français, qu'ils prennent conscience de la façon dont on doit coopérer ensemble. C'est important, je crois, pour vous, et tout le monde y trouve son compte. Et pour sa part, le directeur général de l'académie, donc AMIA, le colonel Mohamed Ali Absi, a indiqué que donc le partenariat entre l'AIE et l'AMIA a déjà 4 années d'existence. Ce partenariat donc amplifie la coopération militaire et des relations cordiales qui existent entre les deux armées et entre les deux pays. On l'écoute. Coopération et ce partenariat qui a été signé avec le général Morin le 5 juin 2016 à l'époque, nous donne une occasion de pouvoir travailler ensemble, surtout les élèves officiers d'actifs ici et les élèves, vos élèves qui sont à l'école d'infanterie, qui puissent pouvoir nouer des relations amicaux pour plus tard. C'est certainement, pour vous aussi, c'est une occasion de pouvoir montrer une vision plus large de la pratique du métier militaire pour vos élèves. Et j'espère que cette coopération va continuer beaucoup plus
parce que d'autant plus qu'on a des liens historiques très connus entre Djibouti et la République française. Santé à présent, dans le cadre de la généralisation du dépistage des cancers chez les femmes, le centre Husseina a initié une formation théorique et pratique à toutes les sages-femmes des centres de santé communautaires de la ville de Djibouti. Suite à cette formation, le centre Husseina procédera à un encadrement pratique de 2 semaines pour chaque centre de santé et ce processus va se poursuivre durant 2 mois et couvrira l'ensemble des structures de soins de 2e niveau de la ville. Le but de la mise en place de cette approche est de décentraliser la prestation afin de permettre à toutes les femmes de bénéficier d'un dépistage de cancer précoce, systématique et de proximité. Le dépistage a des avantages majeurs puisqu'il permet de diminuer le nombre de décès par cancer, voire même le nombre de cas de cancer. Communautaire de Hayabley pour une formation qui va durer 2 semaines. Cette formation a été initiée au centre Husseina dans le cadre du dépistage, de la généralisation du dépistage du cancer du sein et du col. Cette formation a été faite dans la première phase en septembre 2018 et maintenant c'est la 2e phase qui va démarrer aujourd'hui. Direction Ali Sabier, donc dans le cadre de la campagne de contrôle des prix et de la qualité, une équipe des inspecteurs du ministère délégué au commerce, donc en collaboration avec la préfecture et la gendarmerie nationale, a mené des opérations de contrôle inopiné de grande envergure au niveau de la région. L'objectif principal de cette mission consistait donc à s'assurer d'une part du respect des prix homologués par le ministère délégué au commerce et d'autre part inspecter la qualité des denrées alimentaires de première nécessité commercialisées. Lors de ces opérations, les inspecteurs du ministère donc ont constaté que les prix pratiqués sur le pétrole lampant ou les kérosènes dépassaient largement les prix fixés par le ministère délégué au commerce. Il a été constaté également que des produits alimentaires périmés sont vendus donc dans plusieurs lieux de commerce. Les commerçants profitent du manque d'information des clients qui ne regardent pas les dates limites de consommation indiquées sur les étiquettes ou les emballages. À l'issue de ces contrôles, les contrôleurs du ministère, accompagnés de la gendarmerie nationale, ont saisi les produits de mauvaise qualité et dangereux pour la santé des consommateurs. Des pénalités financières ont été attribuées aux commerçants en infraction. Une deuxième mission de contrôle s'est rendue ici à Ali Sabier. Au cours de cette opération, plus de 16 points de vente ont été contrôlés par nos agents de contrôle, dont 10 pénalisés pour non-respect des prix de vente homologués par le ministère. Et enfin, sport, pour clore l'actualité nationale, la Fédération djiboutienne de handball a lancé donc, le tirage au sort de la saison sportive 2018-2019. Longtemps en léthargie, cette fédération a trouvé un nouveau souffle avec le président de la fédération, Ahmed Mohamed Tahir, nouvellement élu. 30 équipes, tous genres confondus, participeront donc au championnat de la saison sportive 2018-2019. Dans un mot prononcé, donc, le président de la fédération s'est dit heureux de voir une telle participation à cette saison sportive de handball. Il a également appelé les présidents d'équipe et leur staff à contribuer à l'évolution de ces disciplines sportives. Et donc, il y a un gros boulot qui nous attend, nous les membres de la fédération, et on attend beaucoup vraiment de la jeunesse, des entreprises, et puis surtout de la garde républicaine, de la gendarmerie qui nous ont beaucoup aidés. En première division, il y a 7 équipes masculines, et 7 équipes féminines et plutôt une dizaine d'équipes masculines qui sont pour le moment engagées. Et donc, et cela va démarrer à partir de 2 février, Inch'Allah. Dans l'agenda de la fédération, il y a déjà un départ au mois de février, Inch'Allah, qui va se passer en Tanzanie, à Zanzibar exactement. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité régionale. En Somalie notamment, au moins 2 personnes ont été tuées et 5 blessées aujourd'hui dans un attentat à la voiture piégée à Mogadiscio, près du ministère somalien du pétrole, a-t-on appris de sources sécuritaires. Le véhicule était garé dans une station-service située devant le ministère, a indiqué Mohamed Abdullahi Tullah, un responsable sécuritaire régional. Il était caché à l'intérieur de la station-service quand il a explosé. 2 civils ont été tués et 5 autres blessés, a-t-il expliqué.
lors d'une conférence de presse. Selon Daher Aden, un témoin, l'une des 2 personnes tuées est une femme qui vendait du thé près du lieu de l'explosion. C'était une très forte explosion, mais heureusement, elle n'a pas provoqué d'incendie qui aurait détruit la station-service et le nombre de victimes est minimal, a-t-il ajouté. L'attentat n'a pas été immédiatement revendiqué, mais les islamistes radicaux Shabab, affiliés à Al-Qaïda, ont l'habitude de mener de telles opérations dans la capitale somalienne. Chassés de Mogadiscio en 2011, les Shabab ont ensuite perdu l'essentiel de leur bastion. Et dans l'actualité internationale, la peste porcine africaine inquiète les Européens. Les Danois érigent une barrière. Contrer la peste porcine africaine, plusieurs pays européens s'y emploient par tous les moyens car c'est un fléau qui peut coûter cher. Le Danemark vient par exemple de commencer à irriguer une barrière sanitaire tout le long de sa frontière avec l'Allemagne avec des accès tous les 500 mètres. Une mesure destinée à protéger les 5000 élevages de porcs danois. Une mesure qui déplaît à l'Allemagne, qui la juge donc inefficace, mais qui est suivie par d'autres pays comme la France à sa frontière avec la Belgique. Une barrière de 30 km de long et d'1,50 m de hauteur est en train de s'élever à la frontière du département de la Meuse. Le ministre français de l'Agriculture a ordonné la création d'une zone blanche tampon et l'abattage d'environ 500 sangliers en 3 semaines. L'armée française se mobilise avec les chasseurs pour écumer ces 300 hectares. L'objectif étant de faire barrage le plus rapidement possible à ces sangliers, donc, alors que la Belgique procède à des abattages réguliers depuis la découverte d'un foyer de peste porcine en septembre dernier dans une région proche du Luxembourg. Et enfin, les États-Unis inculpent Huawei de vol de technologie et violation de sanctions. Les États-Unis ont annoncé hier une longue série de chefs d'inculpation à l'encontre de la dirigeante de la société Huawei au cœur d'un bras de fer diplomatico-judiciaire, mais aussi du géant chinois des télécoms lui-même dans 2 affaires qui risquent d'exacerber les tensions entre Washington et Pékin. Le ministère américain de la Justice a dévoilé 13 chefs d'inculpation liés à des violations de sanctions américaines contre l'Iran à l'encontre du groupe chinois et de sa directrice financière Meng Wanzhou, arrêtée au Canada en décembre à la demande des enquêteurs américains. Parallèlement, il a inculpé 2 filiales de Huawei, notamment d'associations de malfaiteurs en vue de voler donc des secrets industriels, en l'occurrence des technologies cellulaires de l'américain T-Mobile. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons à toutes et à tous de passer une excellente soirée avec la suite de nos programmes télévisés.